Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Nous parlons de litige foncier. C'est la deuxième partie de ce thème qui nous intéresse. Nous espérons que vous avez regardé la première partie parce que là, nous avons déjà entamé les questions sur le titre foncier. Et nous poursuivons avec vous, Maître Roussel Chemou. Je prends des cas, je continue de prendre des cas si vous êtes d'accord avec moi. Très bien. Alors, on a vécu des situations où les titres fonciers sont annulés et attribués à d'autres personnes. Je vais expliquer. Ces personnes, en général, sont plus nanties. Ce sont des situations vécues sur le terrain. Elles sont plus nanties et envisagent, par exemple, de construire des entreprises sur des espaces bien précis. Est-ce que ceci est légal? Alors, vous savez, lorsque vous parlez des cas, il faut... Parce qu'on dit chez nous, les juristes, que dahami factum daboti bijus. Ça veut dire qu'il faut me donner totalement les faits pour que je puisse vous donner le bon droit. Le cas que vous évoquez, je ne peux pas totalement répondre avec une certaine affirmation générale, mais il faut dire que pour qu'il y ait une annulation d'un titre foncier et qui sera plus tard attribué, ou du moins le terrain sera attribué à quelqu'un d'autre, il faut également qu'il y ait des illégalités sur le titre foncier qui a été annulé. C'est pourquoi c'est très important. Et nous disons tous les jours aux Camerounais, vous savez, les Camerounais parfois ne veulent pas comprendre. Vous direz à quelqu'un, pour l'opération d'immatriculation, allez chez le notaire ou du moins, pour vous faire accompagner, prenez les services d'un avocat. Il vous dira que c'est cher. Mais il va aller dans les couloirs obscurs et après-demain, il va se plaindre. Lorsqu'on a un terrain qui fait l'objet qui est annulé, le terrain retrouve sa situation initiale. C'est-à-dire c'était immatriculé à Pierre, vendu à Paul, et qu'à la suite d'une annulation, le terrain retrouve sa situation initiale. Donc revient la propriété de Pierre. Pierre maintenant aura la possibilité, la latitude de vendre à une tierce personne qui pourra devenir propriétaire. Donc dire qu'on a annulé, on a donné à quelqu'un de plus nanti, bon, ce serait lié dans une boule de cristal, mais nous voudrons bien faire confiance à nos juges. Lorsque le juge annule, je me dis qu'il a vu qu'il y avait des éléments probants ou irréguliers du terrain et par là, ce n'est pas le juge qui va donner à quelqu'un d'autre. C'est si le vendeur à la suite peut vendre à quelqu'un d'autre. Maintenant, si c'était une question de double vente, comme nous avons parlé à l'origine, la partie lésée sait quoi faire. Alors, je veux bien comprendre, je veux bien éclaircir. Il s'agit ici, on le comprend bien, vous l'avez dit, il faut qu'on passe par devant notaire pour être sûr que le terrain nous appartient. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, le fait que le monsieur ait, parce que c'est une histoire vécue, un monsieur qui a un espace, un endroit très bien situé, et un autre vient lui dire « je veux cet espace, il faut me le vendre ». Et parce que le monsieur a refusé de vendre, l'histoire s'est enchaînée et il y a même eu des petits emprisonnements, je n'ai pas envie de dire des très gros emprisonnements, sur ce cas-là. Alors, à vous écouter, on peut se dire que celui qui se disait propriétaire n'avait pas de titre foncier. C'est pourquoi je vous dis, c'est vous qui me donnez le cas, je ne peux pas savoir. Et vous faites bien de dire, il avait un espace. Je suis sûr qu'il n'a pas de titre foncier. C'est pourquoi c'est souvent très compliqué. Ces injustices, je vais mettre ça entre guillemets, on les vit parfois et on voit, quand on apprécie le dossier, on se rend compte que peut-être ça peut être le domaine national. Ce n'est pas parce que vous êtes installé quelque part que vous êtes propriétaire. Donc, quelqu'un peut se trouver quelque part. Moi, je connais des gens qui sont installés sur le terrain de quelqu'un et il a le titre foncier depuis les années 70. Il est installé, il va au tribunal, il va à la police, il crie. Mais on vous dit, mais monsieur, le terrain où vous êtes depuis 30 ans, il y a un propriétaire, voilà le titre foncier. Il dit que non, il est là depuis des années. Donc, le fait de dire on est propriétaire, qu'on soit propriétaire d'un espace, quelqu'un d'autre vient nous demander d'acheter, on ne veut pas, après il a le titre foncier. Si c'est le domaine national et qu'il a eu une immatriculation du terrain, donc c'est pourquoi c'est au cas par cas. Mais je ne pense pas qu'on puisse être propriétaire d'un terrain. On a son titre foncier et un matin, même si on voit souvent ça, ce n'est pas normal et rassurez-vous, un bon avocat devant un tribunal obtient gain de cause devant les juges. Rassurez-vous, jusqu'à la Cour suprême, vous aurez gain de cause. D'accord, une petite parenthèse, à qui appartient un terrain qui n'a pas de titre foncier? À l'État. Très bien. L'État est le gardien de toutes les terres, c'est dans la Constitution.
Très bien. Je voudrais comprendre, est-ce que la longévité, vous avez un peu évoqué, mais je voudrais que vous éclaircissiez bien, est-ce que la longévité sur un espace fait de nous propriétaires de cet espace? On a vu des personnes, des familles délogées et qui disaient, nos grands-parents ont vécu ici, sont même enterrés ici, nous ne connaissons pas autre chose que cet espace. Est-ce que la longévité sur un point fait de nous propriétaires de cet espace-là? Alors, il faut que... Je voudrais préciser, certains disent que c'est dans la loi. Je me réfère à l'homme de loi, ils disent 20 ou 30 ans, ça fait de vous... c'est pour ça que je... Vous savez, les gens disent beaucoup de choses dans la rue. Et si vous faites souvent les micros total, vous voyez qu'il y a assez d'agrégés dans tous les domaines dans la rue. Alors, il faut le dire de manière claire. Au Cameroun, la réglementation camerounaise ne permet pas à un individu de devenir propriétaire d'un terrain parce qu'il a mis un certain temps. Au Cameroun, on ne connaît pas ce qu'on appelle l'usurpation. L'usurpation, en fait, c'est la prescription acquisitive qui veut qu'on devienne propriétaire parce qu'on a possédé paisiblement un espace selon une durée. Au Cameroun, ce n'est pas possible. Maintenant, vous savez, l'État qui est gardien de toutes les terres a quand même prévu des cas de figure. Il y a des domaines qui sont occupés depuis des années, depuis des temps immémoriaux par des collectivités locales. Ça veut dire pas dans le cas des villages. Je ne veux pas parler d'autochtones, je ne veux pas parler de cela ainsi. Donc, l'État reconnaît à cette collectivité, à un moment, à une certaine époque, de revendiquer la propriété. C'est pourquoi parfois vous verrez, on retrocède, l'État retrocède souvent des terres à la collectivité tant, la collectivité Balembo, la collectivité... Donc là, c'est dans le cadre local, la collectivité locale, des communautés villageoises. Mais un individu, lui seul, ne peut pas dire « je vis ici depuis 30 ans, je suis propriétaire ». Non. Donc voilà un cas de figure. Donc l'usurpation, la pression acquisitive n'est pas reconnue au Cameroun. Donc il peut vivre 60 ans sur ce point et demain un individu lambda vient l'acheter sans problème. Je vous assure que s'il peut même vivre 100 ans, l'individu ne peut pas... il ne peut pas... Vous ne pourrez pas... Je vais parler de manière triviale, simple. Vous avez 100 ans, vous êtes quelque part, vous ne pouvez pas aller devant le notaire et dire « bon, ça fait 100 ans que je suis là, faites-moi un acte qui va me permettre d'obtenir un titre foncier. » Je crois que j'aurais répondu. Vous avez répondu, maître. Je continue dans les cas, dans les exemples. On voit très souvent ici, dans la ville de Douala, sur les mentions sur les domiciles, maisons familiales, pas à vendre. On comprend bien que la situation, le problème est fréquent et je pense que ça mérite vraiment un stop. Mais comment faire face donc à ces cas où un membre de la famille veut vendre cet espace commun avec, par exemple, pour raison, je suis l'aîné ou je suis le gestionnaire des biens? Je crois qu'il n'y a pas... Je vais vous faire une confidence. Je causais avec une dame venue de l'étranger et on observe des choses très graves. Et je suis avocat au barreau du Cameroun, ça veut dire que j'ai la capacité d'exercer partout au Cameroun, avec résidence professionnelle à Douala, mais on observe des choses graves parfois à Douala. Vous voyez parfois des successions où un monsieur a travaillé, a laissé des biens immobiliers et laisse un garçon et 2 filles. Il y a un jugement d'hérédité, on reconnaît le garçon comme ayant droit et les filles également. Tous sont co-héritiers. Le garçon estime que parce qu'il est un homme, il est le propriétaire. Ce sont des choses graves. Et vous avez des gens qui vont contracter, ça veut dire ils voient un terrain qui fait l'objet d'une copropriété. Parce qu'en fait, si vous avez un terrain et que vous passez de vie à trépas, je touche du bois, je ne vous souhaite pas, je ne fais pas d'imprécation, et que vos enfants vous succèdent, votre terrain doit faire l'objet de ce qu'on appelle mutation par décès. Ça veut dire, puisque le titre foncier est à votre nom, les enfants doivent posséder une mutation par décès après avoir obtenu un jugement d'hérédité pour que leur nom figure dorénavant en vos lieux et places en qualité de propriétaire du titre foncier. D'accord. Dans ce cas, pour vendre, vous ne pourrez vendre, les enfants ne pourront vendre que si tous consentent à la transaction. Ou à défaut, on devra procéder à une sortie d'indivision et un partage du bien pour que chacun ait sa part et puisse vendre individuellement
à qui, à quelque tiers que ce soit. Donc voilà, si vous avez un terrain qui fait l'objet qui fait l'objet de copropriété, ne peuvent vendre que les copropriétaires. Maintenant, un des copropriétaires ne peut pas empêcher, l'un des copropriétaires ne peut pas empêcher l'autre de procéder à la vente s'il veut vendre. Dans ce cas, le copropriétaire qui veut vendre provoque la sortie de l'indivision et le partage du bien pour qu'en fait, il ait sa part pour qu'il puisse procéder à la vente. Donc, voilà des cas, par exemple, de nullité. Vous avez une vente qui a été faite de manière imparfaite par un seul copropriétaire, en l'absence des autres. Donc, les autres sont totalement lésés et dans ce cas, le juge va inexorablement annuler la vente. C'est dommage de voir aujourd'hui sur nos murs ou le frontispice de nos barrières écrit terrain familial, pas avant danger de mort. C'est vrai que dans notre société, il y a des gens qui sont carrément des suicidaires. Ça veut dire, vous avez des gens qui en ont fait une affaire personnelle. Ça veut dire, ils sont spécialisés dans les ventes, dans les achats de terrains à problème. C'est pourquoi l'avocat est là parfois pour conseiller, assister son client et le notaire pour le guider que non. Quand vous allez chez un notaire, Oriane m'a vu, elle veut me vendre le terrain. Je vois tout, et vous savez, parfois il y a des vraisemblables. Toute apparence laisse croire que Oriane vit dans cette maison, elle est propriétaire. Vous voyez les apparences. Elle me montre un document, on va chez le notaire. Le notaire va dire à Oriane, présentez-moi le titre foncier. Quand le notaire va prendre le titre foncier, le notaire va demander à la conservation foncière, je veux un certificat de propriété récent. Le certificat de propriété récent montre que non. Le propriétaire, c'est elle. Ah, c'était votre père, non, il est décédé. Ah, vous êtes combien? Je m'en détais, mais vous êtes trois, les autres sont... Faisons d'abord la mutation par décès et tous vos frères viennent signer. Voilà les préalables, les vérifications. Voilà la nécessité de la présence du notaire dans le cadre de cette transaction pour éviter qu'on tombe dans ce genre d'errement ou d'irrégularité. D'accord. Puisqu'on est dans les cas de frères et sœurs, je voudrais poursuivre dans cette même lancée-là, où on a également les cas où, au décès d'un frère, où tous les membres de la famille mettent par exemple la veuve et les orphelins dehors en disant « c'est la maison de notre frère ». Comment obtenir réparation ici? Qu'est-ce que la veuve ou les enfants doivent faire? Alors, généralement, c'est les cas de figure que nous voyons, malheureusement, nous les avocats, et effectivement, je peux témoigner que ça existe. Ça existe, vous avez des familles qui estiment que c'était le bien de leur frère ou de leur sœur, ça devrait leur revenir. Déjà, dans l'ordre successoral, il faut savoir que lorsque un conjoint décède marié, laisse des enfants, ces enfants viennent en représentation. Les enfants viennent en représentation de leur père en priorité. Donc, lorsque les enfants sont là, les autres peuvent aller voir ailleurs. Lorsque quelqu'un décède, il laisse ses enfants, les enfants deviennent de plein droit, des ayants droit, même s'il n'y a pas encore de décision. Ils sont appelés, la mort saisit le vif. C'est ce qu'on dit généralement en droit. Donc, dans ce cas de figure, les veuves doivent se rapprocher des associations. Vous avez les associations civiles de défense des droits de la femme, vous avez les sécurités sociales, les affaires sociales, qui parfois, bon... Mais bon, il faut se rapprocher de ces instances, ou si possible, tout Camerounais connaît au moins un avocat. Tout Camerounais connaît un avocat. Il faut voir un avocat et il va initier des procédures et ces gens, ces imposteurs vont être écartés et si possible, faire l'objet de procédures judiciaires. Donc, et il faut que les veuves ou les veufs qui ont perdu des conjoints et ont des enfants saisissent et initient des procédures. Il ne faut pas rester, moi je dis, mais madame les veuves, moi je suis un orphelin, il faut pouvoir se défendre. Donc, que ces femmes, ces veuves se rapprochent de la justice, vous allez même dans un commissariat, il y a un policier ou un gendarme qui va prendre la femme à bras le corps, sentir que c'est une injustice et initier les procédures pour mettre fin à cette voie de fait et cette emprise illégale. À la base, il faut connaître qu'on est abusé. Il ne faut pas se dire... Oui, bien sûr, il faut aller demander la justice. Il ne faut jamais se rendre justice. Jamais. Pas parce que le beau-frère est en train de vouloir vous expulser, vous prenez la machette. Non, ça je dis non. Il faut aller réclamer la justice devant les autorités. Mais très souvent dans des zones qui ne sont pas encore viables, des propriétaires, des promoteurs immobiliers investissent très souvent pour les lotissements et au finish, ils disent souvent qu'ils sont propriétaires. Comment gérer ces situations-là? Bon, je n'ai pas le cas de figure. Vous avez parfois des gens qui disent qu'ils ont des conventions, c'est le financier, j'entends les expressions. Voilà. Ce n'est pas interdit qu'ils utilisent ces expressions. On est propriétaire d'un terrain
au Cameroun que celui qui a un titre foncier. C'est ce que le décret de 2005 nous enseigne. Donc maintenant, les considérations subjectives peuvent déboucher à l'établissement d'un morcellement et bien évidemment d'un titre foncier au profit du financier, mais on ne peut pas tout simplement dire que parce que j'ai financé. Ça dépend des conventions que les uns et les autres ont. Mais la loi ne reconnaîtra que le propriétaire, que celui qui a un titre foncier, effectivement. Maître, nous sommes à Douala. Nous avons tous vécu l'affaire d'Ikolo, où l'État a déclaré d'utilité publique un espace. On ne va pas dire on ne va pas parler forcément de Dikolo, mais dites-nous, lorsque cela arrive, qu'est-ce qu'il faut faire, vous qui êtes sur le terrain, comment obtenir réparation? Et si par la suite, on a la fin qu'on a aujourd'hui sur l'affaire Dikolo, qui finalement incriminé? Alors, c'est vrai que l'affaire Dikolo a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est vrai que c'est une affaire qui est encore pendante, quand bien même le tribunal administratif du littoral à Douala a rendu, je crois, une décision d'annulation du décret d'expropriation. Il faut savoir déjà une chose pour que les uns et les autres le sachent. Et l'administration généralement le sait. L'expropriation pour cause d'utilité publique doit respecter des procédures. Et c'est prévu même dans la Constitution. La Constitution parle de juste et préalable indemnisation. Ça veut dire l'indemnisation doit intervenir avant qu'on ne vous exproprie, ou du moins avant qu'on ne vous chasse du terrain. C'est ce que l'argumentation dit. Or, dans ce cas, dans les cas qu'on observe d'expropriation de plus en plus, on a souvent l'impression que les gens qui sont sur le site sont surpris le jour où on vient les expulser, manu militaire généralement. Les gens sont surpris. Et inexorablement, le juge annule. Et lorsque le juge annule, puisque les gens ont subi un dommage, il y a sûrement un dommage, une réparation du préjudice qui doit s'en suivre. Donc, généralement, c'est des procédures qui mettent long, mais au bout, si la décision dans le cas est généralement annulée, puisque bien évidemment même la décision d'expropriation doit être exécutée dans un certain délai et suivant certaines formes, parce qu'il y a un décret qui fixe les modalités d'application de l'expropriation. Donc, pour ce cas, je vais dire, déplorable, regrettable, la justice a fait son travail, elle continue son chemin et nous espérons bien évidemment que les personnes évincées seront réparées dans leurs dommages et nous avons beaucoup de dommages pour ceux qui sont passés via Atepa entre-temps dans cette affaire. D'accord. Alors, tout à l'heure, dans notre Vox Pop, il y a un monsieur qui parlait de l'interdiction de construction dans une zone. Alors, vous achetez un terrain et plus tard, l'État dit que la vente est interdite dans cette zone-là. Comment faire? Et vous l'avez acheté de façon légale. Alors, pour vous expliquer mieux le cas du monsieur, c'est que il est allé chez le notaire. Et effectivement, c'est la procédure. Oui. C'est la vérification. Le notaire a des vérifications préalables qu'il fait avant d'effectuer bien évidemment l'acte notarié qui va déboucher sur le titre foncier. Le notaire, généralement, va aller solliciter un certificat de propriété pour vérifier si celui qui vend est effectivement propriétaire. Et le notaire demande généralement le certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme, c'est un document administratif qui permet d'établir que le lieu où on est en train de vouloir acquérir le terrain est constructible, ou c'est une zone commerciale, ou c'est une zone d'habitation, ou c'est une zone frontalière. Donc, effectivement, c'est ce document officiel. Oui. Lui, il a expliqué qu'il a eu un permis de bâtir et il a eu le certificat d'urbanisme signé par la même personne. Et qui disait que ce n'était pas constructif, signé par la même personne. Donc, en principe, je pense que ça, comme il le dit, il a été floué quelque part? Il y a une irrégularité. Je pense qu'il doit tout purement et simplement ressaisir cette autorité afin que cette autorité soit rétracte le permis de bâtir ou rétracte son certificat d'urbanisme qui dit que c'est une zone non constructible. Donc, c'est pas très compliqué. C'est des cas que certains peuvent vivre, mais ce n'est pas normal. Dans le cas des figures citées, il a le choix de saisir à nouveau cette autorité. Comme c'est un acte administratif, donc il fait un recours gracieux préalable devant cette autorité afin que cette autorité reconsidère sa décision. Et la décision reconsidérée peut être
soit la rétractation du permis de bâtir en confirmation du certificat d'urbanisme qui dit que cette zone est inconstructible, soit en rétractation du certificat d'urbanisme pour dire que non, conformément au permis de bâtir, cette zone peut faire l'objet de construction. Si l'autorité signataire de cet acte ne le fait pas, le concerné peut effectivement saisir le juge administratif afin que le juge administratif dise le droit. D'accord, maître. Rapidement, pour sortir, hein, on le sait, un même espace ne saurait avoir 2 titres fonciers. Ça, c'est pour bien dessiner dans nos cerveaux. Comment contester un titre foncier? Alors, la contestation d'un titre foncier, la procédure est très simple. C'est un acte administratif. C'est un acte administratif. La contestation d'un titre foncier se fait déjà devant le ministre, donc recours gracieux préalable devant le ministre. Ça permet au ministre. En fait, le titre foncier est établi par le conservateur foncier, mais c'est un collaborateur du ministre. Donc le recours veut qu'on saisisse l'autorité. Si on saisit le ministre d'un recours gracieux préalable, ce n'est pas interdit. Donc le ministre, lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux préalable, a un délai pour agir. Lorsqu'il agit dans le délai, il peut soit confirmer, donc décider de l'annulation, de la rétractation du titre foncier. Il retire. Donc s'il estime que le titre foncier ne respecte pas les conditions de fond et de forme prévues par la réglementation, le ministre le retire. Il prend généralement un arrêté. Si le ministre peut décider de ne pas annuler, il peut décider de ne pas répondre. Généralement, le silence du ministre est équivalent à un rejet de la demande en annulation des titres fonciers. Si le ministre ne le fait pas, vous avez 60 jours pour saisir le juge administratif du ressort du lieu de situation du titre foncier pour que celui-ci dise le droit qui statue, le juge administratif statue sur le bien ou non fondé de la demande en annulation du titre foncier contesté. Je sais que vous l'avez déjà dit, mais comment faire annuler un titre foncier? Moi, je vous dirais de saisir un avocat. D'accord. Alors, est-ce que dans notre contexte aujourd'hui, ça c'est, je voudrais que l'observateur, avec sa casquette d'avocat, nous dise, est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, le titre foncier est une garantie? Je suis républicain, je dirais que la loi le dit, mais c'est de plus en plus fragilisé. Il faut. Vous savez, nous sommes dans un état, pour nous qui accompagnons de temps en temps les investisseurs, les avocats qui accompagnent les investisseurs, les start-up, les PME. Vous savez, aujourd'hui, le titre foncier est l'une des garanties majeures dans notre contexte économique. Généralement, quand vous voulez un crédit à la banque, le titre foncier est le préalable. Donc, quand c'est un document qui est devenu de plus en plus fragile du fait de certains acteurs, il y a une remise en question qui se fait. Il y a un doute qui pèse. Les investisseurs aujourd'hui n'ont plus confiance. Vous savez, les banques aujourd'hui, on dit que les banques sont surliquides parce qu'elles ne prêtent pas, parce qu'il n'y a pas de sûreté immobilière fiable. Aujourd'hui, d'un claquement du doigt, parce que pour des raisons, on ne peut plus saugrenues, on peut annuler ou faire réhabiliter un titre foncier par des considérations parfois qui sont subjectives. Or, la loi a tout prévu. La loi a tout prévu. Les cas de figure sont là. Heureusement que les juges veillent. Donc, il faut qu'on restaure, qu'il y ait des états généraux du foncier au Cameroun, qu'il y ait des états généraux, qu'on passe à la numérisation du fichier domanial au Cameroun, qu'on puisse consulter, même si on paie en ligne, qu'on puisse consulter, comme aujourd'hui, on peut consulter les contribuables sur les fichiers fiscalistes de la DGI, de la Direction générale des impôts Cameroun, que l'administration foncière rende cela public. Vous savez, quand c'est public, on n'a rien à cacher. Ça permet aux uns aux autres de vérifier, de consulter, d'avoir la map, la géolocalisation, la mise à jour des données, des données du terrain. C'est important de les avoir en ligne. On peut même demander aux gens de payer en ligne pour avoir ces informations, mais qu'il faut qu'on rende cela public. Vous avez parfois un titre foncier qui sort à midi, un certificat de propriété avec le nom de quelqu'un, l'autre qui sort à 15 h avec un autre nom. Donc c'est des errements, c'est des choses parfois très graves qui ne permettent pas de donner la confiance non seulement aux citoyens, mais également aux investisseurs. D'accord. Merci beaucoup, maître. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Surtout, merci pour tous ces enseignements. Merci, c'est moi qui vous remercie pour cette occasion et généralement, je veux dire également merci pour vos téléspectateurs parce que de telles tribunes leur permettent d'avoir des lumières sur des questions qui se posent avec acuité. Merci.
Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.